Nous sommes le 18 janvier 2011. Laetitia Perret termine son service dans un hôtel. C'est une serveuse appliquée et elle est décrite par ceux qui l'entourent comme une jeune fille pleine de vie qui entretient une relation plutôt harmonieuse avec sa famille d'accueil. Mais ça, on le verra plus tard. Ce soir-là, elle ne rentrera pas chez elle, ce qui inquiétera sa famille d'accueil, qui appellera la police immédiatement. La police écartera très rapidement l'hypothèse de la fugue, la famille d'accueil ayant décrit Laetitia comme quelqu'un de très sérieux. Ce n'était pas son genre de partir sans rien dire. Le lendemain, le scooter de Laetitia est retrouvé renversé, avec les clés sur le contact, des traces de griffures blanches sur le carénage, des traces de frein autour, et un éclat de peinture bleue, qui, vous allez le voir, aura son importance. À partir de là, le parquet de Nantes va requalifier l'enquête qui passera de disparition inquiétante à enlèvement. Les recherches vont s'intensifier, ils vont envoyer des hélicoptères, des chiens pisteurs. Tout sera mis en œuvre pour retrouver Laetitia. Mais chaque heure qui passe amplifiera l'angoisse. Et c'est à ce moment-là qu'un des amis de Laetitia va faire un témoignage bouleversant. Il aurait échangé plus de 60 SMS avec Laetitia ce soir-là. J'ai rencontré quelqu'un sur la plage, on va aller boire un verre. Boire, tu ne bois pas d'alcool. Tout d'abord anodin, les messages vont prendre une tournure inquiétante. Il m'est arrivé quelque chose de terrible, je te rappelle après. Hein ? Laetitia, qu'est-ce qui s'est passé ? Laetitia ne rappellera son amie qu'à minuit 58. La voix tremblante, elle expliquera qu'elle a été violée, qu'elle est à 2 km de chez elle et qu'elle n'a bientôt plus de batterie. Après sa disparition, les enquêteurs vont essayer de comprendre qui aurait bien pu enlever Laetitia. Ils vont alors se concentrer sur ses collègues de travail et l'un d'entre eux va faire un témoignage terrifiant. Mais vraiment. Le jeune homme que nous appellerons Steve va dire aux enquêteurs qu'après son service, il prendra son scooter pour rentrer chez lui, mais un homme à bord d'une Peugeot 106 blanche va le suivre pendant plusieurs kilomètres jusqu'à ce qu'il s'arrête brusquement. L'homme au comportement agressif demandera où se trouve Laetitia. Steve, surpris, lui répondra qu'elle est restée à l'hôtel avec les patrons. L'homme repartira en trombe avec une remarque plutôt inquiétante. J'espère, il y a intérêt. Grâce aux témoignages et aux descriptions du jeune homme, la police va dresser un portrait robot d'un homme sans sourcils, au teint pâle, aux cheveux noirs et corpulent. Ce qui va diriger l'enquête très rapidement sur Tony Meillon. 2 jours après la disparition de Laetitia, le GIGN intervient au domicile de Tony Meillon. L'opération se déroule sans résistance. Tony Meillon est arrêté. L'espoir de retrouver Laetitia renaît enfin. Pourtant, chez lui, les enquêteurs ne trouveront aucune trace de Laetitia. Tony Meillon va se murer dans le silence le plus total. Les enquêteurs frustrés feront appel à l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Si j'ai bien tout compris, l'IRCGN, c'est un laboratoire mobile où presque toutes les analyses sont faites sur place. Si pour la caravane ça ne donne rien, le hangar, quant à lui, révèle des traces plutôt inquiétantes. Ils vont y découvrir des traces de sang nettoyé, un rouleau de grillage, de la ficelle et un caddie contenant des objets calcinés dont une scie à métaux, une hachette et une boucle d'oreille partiellement fondue. Mais malheureusement, l'ADN ne résistant pas au feu, les outils calcinés ne révéleront aucune trace pouvant confondre en justice Tony Meillon. L'enquête va alors piétiner. Les enquêteurs seront un peu dos au mur.
À ce moment-là, les inspecteurs vont alors s'intéresser à la géolocalisation des téléphones respectifs de Tony Meillon et Laetitia Perret. Comme Laetitia entretenait une conversation avec son ami par message, des informations GPS ont pu être transmises. Ils vont alors constater qu'à minuit 58, le téléphone de Laetitia Perret émettra un dernier appel et qu'à 1h04, il cessera définitivement toute activité. Souvenez-vous de l'éclat de peinture bleue retrouvé au début de l'affaire ? Eh bien, en fouillant la Peugeot 106 blanche de Tony Meillon, les enquêteurs vont trouver des preuves accablantes. Le pare-choc de la voiture de Tony Meillon a été repeint en bleu. Et les analyses concordent que c'est le même bleu. Lorsque l'ADN de Laetitia sera trouvé sur les objets de la voiture de Tony Meillon, il sortira enfin du silence. Il prétendra avoir eu une seule intention, prendre des gants que Laetitia aurait oubliés dans sa voiture. Selon lui, après avoir fait demi-tour pour la rattraper, il aurait fait tomber un joint de cannabis à ses pieds. Dans la confusion, il aurait percuté Laetitia, la tuant sur le coup. Pris de panique, il dit avoir mis Laetitia dans son coffre et l'avoir jetée du haut du pont de Saint-Nazaire. Une version qui paraît plausible, mais qui est vite mise à mal par les résultats de l'expertise. Au fur et à mesure de leur investigation, les enquêteurs vont découvrir que les détails dans le récit de Tony Meillon ne tiennent pas la route. D'abord, les analyses de traces de frottement sur les véhicules affirment que la voiture de Tony Meillon ne pouvait pas rouler à plus de 50 km/h lorsqu'il a percuté Laetitia. Une vitesse insuffisante pour provoquer une mort immédiate. De plus, les traces de freinage d'urgence indiquent qu'il a bien essayé de freiner. Il n'y a pas de logique à freiner quand on a la tête sous le guidon pour retrouver un joint de cannabis. À moins qu'il ait des super pouvoirs. Maintenant, essayez d'imaginer ce qu'a pu vivre Laetitia. Elle vient d'être abusée sexuellement. Elle voit enfin sa maison, qui devait symboliser la sécurité pour elle. Puis elle est percutée, et la dernière chose qu'elle verra, c'est Tony Meillon, qui la mettra sans ménagement dans son coffre, pour disparaître dans la nuit. Les recherches vont se concentrer autour du pont de Saint-Nazaire, là où Tony Meillon prétend avoir jeté le corps de Laetitia. Mais après avoir vérifié les caméras de surveillance entre la nuit du drame et l'arrestation de Tony Meillon, les enquêteurs vont se rendre compte qu'il manque quelque chose. Il n'y aura aucune trace de la voiture de Tony Meillon sur les vidéos de surveillance. Ce sera là une nouvelle preuve que le récit de Tony Meillon est totalement fictif et que la vérité est encore hors de portée. Un juge d'instruction va alors convoquer Tony Meillon pour un nouvel interrogatoire. Mais ce qu'il va découvrir sera bien plus sombre que ce qu'il aurait pu imaginer. Pour tous ceux qui sont trop sensibles, je vous conseille de cliquer sur le timecode dans la description, ce qui vous empêchera de voir ce passage, et ça ne vous empêchera pas de comprendre la totalité de la vidéo. Ce qui va être dit est vraiment très choquant, et vous n'êtes pas obligé de vous infliger ça. Pendant l'interrogatoire, Tony Meillon, dans une attitude dérangeante, va se mettre à chanter. Littéralement. Les paroles qu'il lâche vont résonner comme un écho macabre et dénué de toute compassion. Là où tu es, la gendarmerie ne te retrouvera pas. S'ils savaient où je te planque, même ça, ils n'en sauront rien, même tes parents. Mais la chanson ne s'arrête pas là et devient rapidement plus vile que répugnante. Qu'est-ce qu'elle a gémi? Qu'est-ce qu'elle était bonne? 50 ans de prison, quelle rigolade! Ces propos vont glacer le sang des enquêteurs. Maintenant se rendent compte qu'ils sont plus en face d'un monstre
que d'un humain. Sachant qu'ils ne pourront rien obtenir de Tony Meillon, les enquêteurs vont alors chercher dans son entourage. Une de ses ex-compagnes va alors indiquer aux enquêteurs que Tony Meillon adore pêcher, notamment dans un étang près de la Loire. 15 jours après la disparition de Laetitia, les enquêteurs vont se concentrer sur cet étang et y faire des plongées. Malheureusement, cet étang a des eaux troubles. Les plongeurs n'y voient pas grand-chose. Après de longues recherches à l'aveugle, l'un des plongeurs va sentir quelque chose d'anormal sous l'eau. Lorsqu'ils arrivent finalement à extirper cette chose de l'eau, l'horreur va atteindre son paroxysme. Ils vont y découvrir une grille sous forme de cage. À l'intérieur, une tête et des membres humains. L'eau froide de l'étang ayant préservé les restes, le médecin légiste sera formel. Il s'agira bien de Laetitia Perret. Plusieurs parties du corps de Laetitia seront manquantes, ce qui ne permettra pas à la famille d'offrir une cérémonie digne de ce nom, et plus grave encore, cela ne permettra pas aux enquêteurs de faire une autopsie complète. En effet, il manquera le tronc de Laetitia et les parties génitales. Dans les parties intimes de Laetitia, il est compliqué de vérifier le viol dont elle aurait été victime, mais le médecin légiste va découvrir quelque chose qui changera totalement la tournure de cette affaire. Il poursuivra l'examen et découvrira la présence d'ecchymoses et d'une dizaine de plaies faites à l'arme blanche au niveau du cou, du visage et des mains. Pour lui, ces indices sont révélateurs, et celui qui attira son attention est surtout une plaie au niveau de la main. Le médecin légiste expliquera dans son rapport que lorsqu'on est attaqué par un individu possédant une arme blanche, on tente naturellement de l'attraper pour s'en protéger, ce qui crée des blessures similaires au niveau des mains. Par la suite, il va découvrir qu'il y a des infiltrations hémorragiques au niveau du cou, des lésions du cartilage au même endroit, ce qui pour lui indique qu'il y a eu strangulation du vivant de la victime. Laetitia a été étranglée de son vivant. Le médecin légiste affirmera qu'elle a tenté de se défendre, malgré les coups de couteau qui pleuvaient sur elle. Elle s'est accrochée à la vie jusqu'au bout, et la dernière vision qu'elle aura, c'est un monstre assoiffé de sang, l'étranglant, devant sa maison. Tony Meillon restant silencieux face à ces nouvelles preuves, le médecin légiste va tenter de trouver une preuve ADN que Laetitia a été violée avec une nouvelle technique. Le médecin légiste va tenter de détecter la présence de sperme dans la cavité buccale de Laetitia, et après plusieurs analyses, il va s'avérer qu'il y a bien du sperme. Mais plus noir encore, il s'agira bien de celui de Tony Meillon. Ce que ça veut dire, c'est que Tony Meillon a forcé Laetitia à lui faire une fellation. Tony Meillon va alors encore mentir et dire que tout s'est passé dans le consentement le plus total. J'ai envie de le fumer, ça. À partir de là, c'est le point mort. Je sais ce que vous devez vous dire.
que les preuves sont là, mais tant qu'il n'y a pas de preuves d'agression, de violence sexuelle, il ne peut pas être inculpé pour ces raisons-là. Les enquêteurs vont, pendant 3 mois sans relâche, rechercher les autres parties du corps de Laetitia, jusqu'à ce qu'un jour, c'est une promeneuse qui va découvrir quelque chose qui flotte dans un point d'eau, qui appellera tout de suite après les gendarmes, qui constateront qu'il s'agit d'un tronc humain, entouré de ficelles, relié à un parpaing de 26 kilos. Bien évidemment, il s'agira du corps de Laetitia, mais l'eau ayant grandement détérioré le corps, il sera impossible de détecter une éventuelle agression sexuelle. Tony Meillon ne sera jamais poursuivi pour ces actes-là. Mais il y a quand même une justice divine, parce que malgré le fait que le corps de Laetitia ait passé 3 mois dans l'eau, et contre toute attente, l'ADN de Tony Meillon est bien retrouvé sur celui de Laetitia. Ce qui prouve que c'est bien Tony Meillon qui s'est débarrassé du corps. Le 5 juin 2013, Tony Meillon a été reconnu coupable du meurtre de Laetitia Perret. La cour d'assises de Loire-Atlantique l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, mais avec une peine de sûreté de 22 ans. Il a été condamné à la prison à perpétuité. Ça veut dire, et tout le monde le sait, qu'il va rester jusqu'à la fin de sa vie. Eh bien non. Ça veut dire que pendant 22 ans, Tony Meillon ne pourra pas faire appel et sera obligé de purger la totalité de sa peine. Mais après les 22 ans, il aura le droit de faire appel, et s'il tombe sur un bon avocat, il y aura des possibilités pour que Tony Meillon se retrouve dehors avec nous. C'est un délinquant multirécidiviste. Il aurait violé sa sœur. En prison, il aurait violé un codétenu. C'est un criminel. C'est un monstre. C'est quelqu'un de complètement détraqué qu'on ne peut pas mettre dans la société avec les autres. C'est là que je me demande pourquoi la justice ne revoit pas mieux quelques lois pour nous mettre en sécurité contre ce genre d'individus. Derrière ces drames, il y a des familles, il y a des gens qui ont beaucoup souffert et qui souffrent encore. Et il y a Laetitia. Par la suite, sa sœur adoptive, ici présente sur la photo, dira qu'elle a eu des relations forcées avec son père adoptif à droite. Ce qu'il niera, pour lui, c'était des rapports consentis. La vie n'a pas été facile pour ces 2 jeunes filles. Laetitia, malheureusement, ne vivra pas de choses plus heureuses, ce qui, selon moi, aurait pu être évité. S'il vous plaît, si l'une de vos amies ou l'un de vos amis vous envoie un message de détresse et que vous ne pouvez rien y faire, appelez la police, appelez quelqu'un de responsable et venez leur en aide immédiatement. Et j'aurai un dernier message, un message pour les anges. Vous avez bien de la chance d'avoir Laetitia en votre compagnie. S'il vous plaît, prenez soin d'elle.